bonjour, c'est Martine Diaye, donc ravie en tout cas d'avoir fait partie du programme Régal et surtout ravie en fait de présenter les préconisations et les recommandations du groupe et du collectif. Donc je vais aller assez succinctement aussi parce que en fait il y a beaucoup de sujets qui ont été transversés, qui ont été abordés. Donc en fait les thématiques sur lesquelles qui ont déjà été abordées, je les mentionnerai juste et puis je passerai assez rapidement dessus. Et je voulais juste faire un petit constat qui est assez rigolo, c'est-à-dire que on a des acteurs publics en fait, qui posent à peu près le même diagnostic que nous. En fait, eux, il y a des politiques publiques et des politiques locales qui s'abusent sur effectivement un diagnostic de terrain qu'ils ne vivent pas. Nous, c'est des situations auxquelles on arrive au même diagnostic, mais c'est des situations en fait qui sont issues de nos parcours et de notre vie de tous les jours. Et donc, c'est assez marrant de voir un peu cette confrontation. En fait, on arrive au même résultat et pourtant, on vit toujours difficilement la précarité et toujours, voilà. Et l'insertion est toujours compliquée en tout cas. Donc, c'est toujours marrant en fait de rencontrer ça. Bon. Au-delà de ça, j'ai commencé par reparler de favoriser l'insertion sociale et l'employabilité. Francine a abordé effectivement les freins, notamment les freins culturels. Donc, je vais aller assez rapidement. Je vais juste donner un peu les solutions qu'on a pu imaginer par ça. Et je voulais juste rajouter quand même qu'au-delà de la langue, de la barrière linguistique, il y a aussi tout un tas de personnes qui sont non francophones, mais qui sont bien formées. En fait, la langue, ça peut être une barrière, effectivement. Quand on peut être formé dans une autre langue, on peut ne pas parler la langue, mais ne pas être ni analphabète, ni illettré. En fait, c'est aussi des cultures différentes qui font que, voilà, un ingénieur peut être formé dans une langue arabe, anglaise, il a des compétences, il a un savoir-faire, il a tout. Simplement, ici, et je crois qu'il y a une dame, c'est Jonathan qui en a parlé au tout début, il a parlé de déqualification, et je pense que c'est aussi ça qui est dans ce sujet-là. Donc, en fait, une des préconisations que nous on avait, en fait, c'est d'imaginer de permettre en tout cas à des gens qui soient ou non francophones ou qui ont été formés au cours de barrière de la langue, en tout cas d'accéder quand même à des problèmes de qualité, quand même accéder et ne pas être toujours effectivement repoussé vers les emplois non qualifiés. On fait pas les savoir-faire, les compétences sont absolument jamais utilisées, sont souvent utilisées dans une deuxième vie quand après un long parcours salarié ou de chômage, en fait les femmes elles ont envie à ce moment-là, à un moment donné dans leur vie, justement à 40-50 ans, de faire enfin un truc qui leur plaît, qui les valorise. Donc voilà, ça c'est sur le du coup je vais passer aussi sur la formation, comme l'a dit tu n'avais pas un PowerPoint à partager avec nous ou... je te laisse le partager parce que tu vois, je ne suis pas très bonne en technologie encore. Et c'est pour ça que je t'avais dit, je préfère que tu le partages. Je préfère. Je suis pas très bonne dans ça. Et donc, comme Francine l'a souligné, en tout cas, dans aussi les freins qui viennent aussi de la communauté d'origine, hein, dans l'infantilisation, on minimise aussi le rôle des femmes. Ce qui est dommage, c'est que donc, du coup, une des préconisations, c'est un peu de renforcer les acteurs de terrain, de renforcer le maillage, parce que, par exemple, il y a des acteurs de terrain que sont les centres sociaux, on en a parlé aussi, les maisons de quartier, qui accompagnent énormément les femmes, qui les accompagnent professionnellement, pour passer des coups de fil, socialement. Et en fait, c'est quand même des lieux comme ça qui ont de moins en moins les moyens, qui ont de moins en moins les moyens de faire leur boulot. Et en fait, c'est aussi une perte d'autonomie pour les femmes. Voilà. Et du coup, de même que, du coup, il y a aussi d'autres organismes comme les PMI, je ne sais même plus si ça s'appelle encore comme ça, la protection maternelle et infantile, qui étaient aussi des espaces d'écoute où les femmes pouvaient venir. On a les enfants, on parle des enfants, mais en même temps, on parle de sa vie. Et ces lieux aussi sont en train de disparaître. Et effectivement, voilà. Donc, finalement, voilà. Donc, une des préconisations, en fait, c'est de renforcer en fait, ces acteurs de terrain pour conduire que les gens continuent à aller vers l'autonomie. Donc, du coup, je vais passer un peu vite sur le reste. Je vais rebondir un peu sur les freins administratifs. Effectivement, une des solutions pour favoriser l'intégration et des étudiants qui veulent effectivement rester en France après leurs études, c'est peut-être aussi, comme disait Francine, puisqu'ils ont rarement d'expérience, mais simplement parce que c'est dû aussi aux restrictions du titre de séjour qui empêche en fait de travailler.
souvent, ou alors sur des petites heures, ce qui fait qu'ils ont que des emplois précaires, que des stages qui sont souvent pas très intéressants. Et du coup, l'expérience manque et ça semble compliqué après de trouver du travail dans ces conditions-là. Du coup, je rebondis aussi, il arrive du coup aussi des situations un peu ubuesques où il y a des conjoints qui ont fait leurs études ici, qui sont diplômés ici et qui finalement, on leur renouvelle pas on passe pas du séjour du visa étudiant au visa travail. Du coup, ils se retrouvent toujours souvent dans une obligation de quitter le territoire et du coup, ils laissent aussi des fois des conjointes enceintes ici sur le territoire. Donc, c'est aussi une façon du coup, ça fait aussi des familles monoparentales à vivre finalement. Voilà. Donc, je vais pas revenir sur la formation. Peut-être une idée qui a été évoquée aussi, c'est de mettre en place des bourses de formation. Et ça, c'est au-delà des étudiants, c'est pour les femmes, les entrepreneuses, parce qu'on sait qu'effectivement, c'est les carrières féminines qui passent un peu à côté de la plaque quand, voilà, face à tous ces problèmes à gérer. Et du coup, offrir des bourses à des femmes, à des étudiants, à des femmes, à des entrepreneuses sur des formations qui souvent sont extrêmement chères, ça permettrait à la fois de financer, d'aider les femmes à mieux se former, à avoir des belles carrières, en tout cas de se former un peu mieux, d'accéder à d'autres postes. Et en même temps, ça permettrait peut-être aux entreprises de s'ouvrir un peu plus sur la diversité et du coup, peut-être d'ouvrir un peu le regard sur ces parcours-là et s'apercevoir qu'en fait, la diversité, dans un monde globalisé, des fois, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Voilà. Donc, bon, je vais passer maintenant aux freins, plutôt ce que j'ai appelé socio-genrés. Bon, c'est un terme que j'ai un peu mis ensemble comme ça. Bon, je ne vais pas rebondir longtemps sur la maternité et carrière professionnelle dans le diagnostic. En tout cas, bon, ce serait bien que des entreprises facilitent en tout cas des parcours d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi. Voilà, ça serait une vraie recommandation. Alors après, le format, on ne le connaît pas encore, mais en tout cas, pour obliger déjà, ou en tout cas favoriser le retour des femmes après un congé de maternité dans une entreprise, au poste équivalent quand elle est partie, ça peut-être qu'une loi pourrait sécuriser ce type de retour à l'emploi, en tout cas, et pendant une période au moins de 6 mois. Voilà, c'est une des préconisations aussi. Toujours dans la maternité et la carrière professionnelle, donc je ne vais pas revenir, je vais passer assez vite sur la flexibilité des horaires. On l'a évoqué, ça a été évoqué à plusieurs reprises, Madame Bord en a reparlé, donc je ne vais pas rêver ça. Et aussi le problème que peut poser aussi le télétravail, effectivement, comme elle l'a souligné, il n'est pas toujours choisi. Et du coup, ça permet de rebondir sur une autre polémique, c'est-à-dire que télétravailler dans une petite pièce, dans un logement précaire, avec des enfants en bas âge, je pense que c'est quand même assez compliqué, c'est même très compliqué. Voilà. Et peut-être aussi permettre aussi aux femmes de prolonger un peu leur congé maternité, de passer de 3 à 4 mois ou 4 mois et demi pour leur permettre un peu de récupérer un peu de l'accouchement et de ce changement, cette prise en charge quotidienne de la famille, de l'emploi, de l'école, de l'éducation et tout ça. Voilà. Donc, si on continue sur les freins un peu socio-gérés, bon, renforcer aussi le congé enfant malade en le modulant et en adaptant, parce qu'effectivement, les congés, c'est 3 jours ou 5 jours par an. C'est bien sur une famille classique, un enfant, 2 enfants, il y a les 2 parents, mais si vous cumulez femmes, en plus, vous avez la malchance d'être après famille monoparentale et famille nombreuse. Si vous avez au-delà de 3 enfants, on sait que les enfants, généralement, surtout en bas âge, se passent très facilement les maladies. Donc, en fait, c'est des maladies en cascade. Et se réfugier et être obligé de prendre des arrêts maladie pour rester à la maison, généralement, c'est très mal vu dans les entreprises et c'est aussi très mal vu de la part des collègues dans les bureaux, dans les entreprises. Donc, c'est un peu, donc voilà, peut-être un peu augmenter ou en tout cas moduler selon la taille de la famille, peut-être moduler un peu ce congé-là, congé par enfant malade. Maintenant, je vais un peu rebondir sur l'entrepreneuriat pour faciliter la création d'entreprises. Bon, là aussi, ça a été dit, donc je ne vais pas revenir dessus, de mettre des structures de garde avant l'école avec des tarifs préférentiels au vu de la situation précaire, extrêmement précaire, en fait, du créateur d'entreprise, et puis même, en dehors même du créateur d'entreprise, des femmes dans les quartiers qui sont, on est
extrêmement précaire la plupart du temps. On a souvent un équilibre qui est vraiment sur 2-3 pieds. Donc, bon, c'est difficile de tout d'un coup d'enlever un trépied et rester en équilibre. Donc, bon, je ne reviens pas sur les structures de garde avant l'école. Ça permettrait aussi aux femmes, ça leur dégagerait aussi du temps. Et de même, l'accompagnement personnalisé sur le business plan, sur finaliser les outils, ça serait bien aussi des accompagnements un peu plus spécialisés. Et on va rebondir aussi sur les solutions de garde qui pourraient aussi être adossées à ça. Parce qu'en fait, dans les modes de garde, on pourrait aussi imaginer des espaces où les femmes pourraient à la fois travailler, mais qui y ait aussi des structures de garde, comme ça se fait un peu dans les hôpitaux qui sont attenants. Déjà, ça permettrait aussi à ce que les femmes continuent le lien avec les enfants, notamment à travers des périodes comme l'allaitement, continuent le lien avec tout simplement le lien social avec l'enfant, ce lien que ce ne soit pas toujours dans l'urgence, dans la course et la précipitation, et que les femmes aient un peu le temps de se poser et de travailler pour elles et de s'occuper de leurs enfants et dans des bonnes conditions. Voilà. Et je vais juste repasser aussi sur la précarité, essayer en fait de concevoir un peu une sécurité financière pour les femmes, parce que le statut de micro-entrepreneur notamment, c'est un statut qui est bon, il est ce qu'il est. En tout cas, je pense qu'on pourrait, en tout cas les préconisations, ce qu'on recommande, c'est d'assurer en tout cas une meilleure protection, de renforcer cette protection sociale des maladies des femmes pour qu'elles puissent au moins avoir une vie professionnelle, chef d'entreprise, avoir des enfants et pouvoir les élever et en vivre quand même dans des bonnes conditions, ce qui souvent n'est pas le cas. On est toujours obligé de faire des choix, en fait, savoir qu'est-ce qu'on abandonne au profit de quoi finalement. Alors, aider la femme entrepreneuse, j'avais marqué, c'était aussi des espaces, enfin le groupe a aussi, c'est aussi des espaces de travail intégrés, donc ça j'en ai parlé, je vais passer. Et dans les modes de garde d'enfants, que Francine a bien abordé, en fait, voilà, j'ai fait un petit focus, j'avais fait un petit focus aussi sur les plus précaires, en plus, au-delà des femmes qui sont souvent dans les mêmes conditions, mais je ne vais pas m'attarder dessus puisqu'on a quand même beaucoup parlé des familles monoparentales. Je voulais quand même rajouter aussi de la précarité des femmes en situation de handicap, parce qu'on n'en parle jamais, mais voilà. Je pense que, et je vois dans le programme qu'on développe, on a Essatou, par exemple, qui est handicapé, qui en même temps a un projet d'entreprise, qui vient du 13e avec son fauteuil roulant, qui prend le tram et qui vient quand même. Mais en même temps, il y a des moments où ce n'est pas tellement acceptable de le faire dans ces conditions-là, même si, voilà. Et aussi, alors il y a les personnes en situation de handicap, les familles monoparentales, je ne vais pas rentrer de nouveau dedans, mais aussi les gens malades, par exemple les personnes malades. Et en fait, il faudrait quand même essayer d'articuler un peu plus les temps médicaux et les activités et les retours à la maison et la prise en charge des enfants, parce que souvent, où il n'y a pas du tout d'accompagnement, ou alors l'accompagnement, il est fait au-dessus, comme les hôpitaux, il faudrait aussi voir un peu la politique des hôpitaux. Je ne parle pas des infirmières, je parle de la structuration des hôpitaux, qui souvent, par exemple, donnent des rendez-vous comme ça, sans se poser la question, sans demander si le rendez-vous convient. Enfin, c'est un peu donner des rendez-vous à des meubles, et puis c'est comme ça. Et je pense que il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont des maladies chroniques, qui sont diabétiques, qui ont des cancers, en tout cas tout un tas de maladies qui mériteraient en tout cas d'une prise en charge améliorée et une meilleure articulation de ces temps-là. Et en plus, favoriser aussi après une maladie, quelle qu'elle soit, en fait, favoriser aussi une période de transition, mais une période de transition qui pénalise pas les femmes, c'est-à-dire qui les rajoute pas dans des situations encore plus précaires qu'elles ne sont. Donc voilà. Et puis je crois que j'ai fini. Et puis c'est tout. Je crois que j'ai peut-être oublié quelque chose, mais bon, je pense que dans l'ensemble, on a quand même, oui, et juste rajouter quand même pour les familles monoparentales, je trouve ça important, qui est aussi un peu des services un peu renforcer un peu des places prioritaires. Il faut renforcer les places prioritaires dans les crèches, dans les structures de dépannage. Je veux dire, un rendez-vous inattendu, vous avez des enfants, vous avez plusieurs enfants en bas âge, vous êtes tout seul, vous ne pouvez pas y aller. C'est aussi simple que ça.
ou alors si vous n'avez pas de ticket de métro, mais c'est souvent ça. Vous n'avez pas de solution de garde. Donc, je ne sais pas, une préconisation, ça serait peut-être aussi, ou une recommandation, avoir des pôles d'un peu d'accident maternel qui pourraient être aussi dans le dépannage, enfin, un peu un pôle d'urgence finalement, qui serait capable de gérer une situation comme ça. Et je ne vais pas rajouter aussi des lieux avec des horaires plus larges, mais à bord aussi, et vous-même vous en avez parlé. Et voilà. Donc je crois que j'ai fait à peu près le tour des problèmes. Et je suis contente, en tout cas avec Mme Chauveau, de voir qu'en fait, il y a aussi des programmes d'accompagnement, en tout cas, qui ont l'air de fonctionner et qui, en fait, prennent en compte la personne, plus la personne que la finalité. La finalité est importante, mais la personne au milieu, je pense que, voilà, apprendre dans sa globalité, dans ses difficultés, dans ses joies, dans ses bonheurs, dans tout ça, je pense que c'est peut-être un peu utopique, mais je pense que, j'espère qu'on y reviendra un peu plus, en tout cas, dans le jour d'après, comme on dit. Voilà. Voilà.